Alors d'abord, il faut rappeler que l'alouette des champs est une espèce qui est chassable. Elle ne fait donc pas partie de la liste des espèces d'oiseaux protégées. Pour évaluer son état de conservation, il est possible de se référer aux inventaires biologiques de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, inventaire plus connu sous le nom de liste rouge, mais qui, contrairement à ce que leur nom indique, recense bel et bien toutes les espèces sauvages, des plus abondantes aux plus menacées. En se fondant sur une série de 5 critères quantitatifs pour la taille de la population, le taux de déclin ou l'aire de répartition géographique des populations, l'UICN classe les espèces en 9 catégories. Le déclin des effectifs n'est donc absolument pas synonyme du déclin de l'espèce. Les espèces classées LC, préoccupation mineure, ou NT, quasi menacées, ne sont pas menacées d'extinction au sens de l'UICN. Elles disposent en réalité des 2 meilleurs statuts de conservation qui existent. C'est par exemple le cas du pigeon ramier. Pour le dire autrement, il faut véritablement être méfiant des appellations qui sont utilisées par l'UICN et qui ont avant tout pour but d'alerter, et il le faut parfois, la population et les décideurs politiques. Il existe des listes rouges monde, Europe, France et même des listes rouges régionales, voire départementales. Si l'utilisation de listes rouges régionales ou départementales peut être pertinente pour apprécier l'état de conservation d'un oiseau sédentaire, seule l'utilisation de listes rouges continentales, voire mondiales, permet d'évaluer celle d'espèces migratrices qui, telles que l'alouette des champs, migrent à travers l'ensemble du paléarctique, de l'Afrique du Nord aux 2 tiers nord de l'Asie. Alors, quel est le statut de conservation de l'alouette des champs dans les derniers classements de l'UICN? En réalité, l'alouette des champs est classée préoccupation mineure à l'échelle de l'Europe et du monde. Cela signifie donc que l'alouette des champs dispose du meilleur statut de conservation existant pour l'UICN, à l'instar du pigeon ramier. Dire, comme le soutiennent la LPO et One Voice, que les populations nicheuses d'alouettes des champs sont classées camusie menacées à l'échelle de la France est donc particulièrement trompeur. Et ce, d'autant plus que les populations nicheuses sont celles présentes au printemps pour la reproduction, pour une expérimentation et des chasses qui se déroulent à l'automne. En droit, il y a urgence normalement à suspendre l'application d'un arrêté ministériel ou préfectorale autorisant la chasse de telle ou telle espèce lorsque d'importantes quantités de prélèvements sont susceptibles de nuire à l'état de conservation de cette espèce. Dans notre cas, l'expérimentation querellée n'autorise pas la chasse, mais seulement la capture suivie d'un relâché de 2500 alouettes des champs, 2000 à l'aide de pente, 500 à l'aide de matole. Aucune alouette n'est donc mise à mort. Parce qu'on dénombre environ 275 millions d'alouettes des champs à l'échelle de l'Europe, le taux de capture, et non de chasse, je le reprécise, le taux de capture autorisé est d'à peine 0,0025% des populations concernées. Il n'y a donc aucun risque d'atteinte à l'état de conservation de l'espèce, et par conséquent, il n'y a aucune urgence à suspendre l'exécution des expérimentations qui sont menées. Alors, concernant l'absence d'autres solutions satisfaisantes, les arrêtés qui sont contestés se doivent de formuler de manière claire et précise les raisons pour lesquelles les expérimentations qu'ils permettent sont organisées et notamment pourquoi il n'existe aucune autre solution satisfaisante à leur emploi. D'un point de vue strictement formel, cette motivation elle est apportée par plusieurs de leurs considérants qui figurent dans l'arrêté. Cette motivation est réelle et sérieuse. Pourquoi ? Premièrement, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction à l'encontre de la France, fondée notamment sur le fait qu'elle nourrit des doutes sur la sélectivité des chasses aux pentes et aux matoles du fait de la non-communication par l'État de chiffres précis sur le nombre de prises accidentelles. Deuxièmement, le Conseil d'État a suspendu l'application des arrêtés 2022-2023 autorisant les chasses aux pentes et aux matoles au motif que ces chasses ne remplissaient pas le critère de sélectivité, faute notamment de données suffisamment claires et précises sur le nombre de prises accidentelles. Troisièmement, dans leurs écritures pour obtenir l'annulation des arrêtés cadres qui permettent le déroulement de ces chasses, les associations One Voice et la LPO soulèvent encore des moyens tirés de la non-sélectivité de ces chasses. En d'autres termes, parce que les juges considèrent jusqu'à présent que les données techniques et les arguments de bon sens qui sont fournis par le ministère et les fédérations de chasseurs ne suffisent
Alors concernant l'absence d'autres solutions satisfaisantes, les arrêtés qui sont contestés se doivent de formuler de manière claire et précise les raisons pour lesquelles les expérimentations qu'ils permettent sont organisées et notamment pourquoi il n'existe aucune autre solution satisfaisante à leur emploi. D'un point de vue strictement formel, cette motivation elle est apportée par plusieurs de leurs considérants qui figurent dans l'arrêté. Cette motivation est réelle et sérieuse. Pourquoi? Premièrement, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction à l'encontre de la France, fondée notamment sur le fait qu'elle nourrit des doutes sur la sélectivité des chasses aux pentes et aux matolles du fait de la non-communication par l'État de chiffres précis sur le nombre de prises accidentelles. Deuxièmement, le Conseil d'État a suspendu l'application des arrêtés 2022-2023 autorisant les chasses aux pentes et aux matolles, au motif que ces chasses ne remplissaient pas le critère de sélectivité, faute notamment de données suffisamment claires et précises sur le nombre de prises accidentelles. Troisièmement, dans leurs écritures pour obtenir l'annulation des arrêtés cadres qui permettent le déroulement de ces chasses, les associations One Voice et la LPO soulèvent encore des moyens tirés de la non-sélectivité de ces chasses. En d'autres termes, parce que les juges considèrent jusqu'à présent que les données techniques et les arguments de bon sens qui sont fournis par le ministère et les fédérations de chasseurs ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une parfaite sélectivité de ces chasses, l'organisation de capture à des fins de recherche est donc à ce jour le seul et unique moyen de produire des données réelles et sérieuses sur la sélectivité des modes de chasse contestés. Cette étude est donc absolument nécessaire. Alors, la LPO et One Voice reprochent à l'expérimentation qui est menée de ne pas être comprise dans un programme de recherche et contestent également le fait qu'elle soit confiée à des fédérations de chasseurs. Donc, plusieurs points méritent en réalité l'attention. Premièrement, la directive ne parle pas de programme de recherche, mais simplement de recherche pour autoriser de telles études. Deuxièmement, le ministère de la Transition écologique est totalement compétent pour mener des recherches en matière de chasse à faune sauvage. Il peut donc mener des recherches sur la sélectivité des chasses traditionnelles. Troisièmement, les fédérations de chasseurs disposent de statuts ministériels qui les autorisent à collecter pour le compte du ministère des données en lien avec la chasse et la faune sauvage. Elles peuvent donc participer à cette étude et sont en quelque sorte d'ailleurs même les chevilles ouvrières de cette étude. Pour mémoire, et c'est intéressant de le souligner, dans les années 2000, une expérimentation de ce type avait été menée par l'ONCFS, l'ancêtre de l'Office français de la biodiversité, et les fédérations de chasseurs pour démontrer la sélectivité d'une chasse traditionnelle qu'on appelle la chasse aux tendelles, étude qui avait d'ailleurs permis au Conseil d'État de conclure à la sélectivité de cette chasse dans le courant des années 2000. Cette étude tendait expressément à légaliser un mode de chasse traditionnel et reposait sur des arrêtés préfectoraux absolument comparables à ceux qui sont aujourd'hui contestés. Et le Conseil d'État avait accepté d'apprécier la sélectivité de ces modes de chasse sur la base justement de ces expérimentations, ce qui montre qu'elles ont tout un intérêt aujourd'hui et qu'elles constituent un véritable programme de recherche. Donc, les associations requérantes, la LPO et One Voice, reprochent aux expérimentations querellées de procéder en fait et d'autoriser des opérations de chasse déguisées. C'est totalement faux pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'est pas du tout question de chasse, mais simplement de capture suivie d'un relâché. Donc, toutes les alouettes qui sont capturées seront donc remises en liberté une fois qu'elles auront été capturées à titre de recherche. Il n'existe que 3 sites de capture par département. C'est donc extrêmement restreint. Le nombre de captures autorisées à ces fins de recherche sont extrêmement restreintes également, puisqu'on n'autorise que 2500 alouettes, 2000 à l'aide de pentes, 500 à l'aide de matolles. Surtout, l'OFB et les DDT sont présentes sur place pour organiser des contrôles, afin de vérifier que l'expérimentation menée se déroule dans les bonnes conditions légales et réglementaires. Les contrôles sont faits et effectués absolument tous les jours.